vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, Emmanuel Macron recevait hier les députés de la majorité 10 jours après la polémique sur l'allongement du congé pour un parent ayant perdu un enfant. Le chef de l'État a appelé les députés à l'unité. On va en parler avec le sénateur Les Républicains. Il représente les Français établis hors de France. Ronan Le Gleut est avec nous ce matin. Et puis cette réunion entre Emmanuel Macron et les parlementaires, on va également en parler avec notre invité politique. Dans 20 minutes, c'est Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Et nous poursuivons notre tour de France des municipales. Aujourd'hui, direction Tours, dans le centre Val-de-Loire, où l'élection s'annonce serrée entre le maire sortant, soutenu par les Républicains et l'UDI, et le candidat de La République En Marche et celui de la gauche unie. Et justement, la gauche, elle s'est affichée rassemblée hier soir à Tours. On va en parler dans notre club des municipales. Un meeting en présence d'Olivier Faure pour le Parti Socialiste, de Julien Bayou pour les écologistes et de Clémentine Autain pour la France Insoumise. On sera sur place pour en parler avec nos partenaires de la Nouvelle République. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 12 février. C'est une première. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a mis fin à ses travaux avant d'avoir pu examiner l'ensemble de la réforme des retraites. À quelques heures du temps imparti, il restait plus de 10 000 amendements à examiner. C'est donc le texte du gouvernement qui sera discuté en séance à partir de lundi. Séquence verte pour Emmanuel Macron. Le président de la République tient aujourd'hui un conseil de défense écologique dans lequel il va annoncer plusieurs mesures sur la prévention des inondations et l'érosion des côtes ou encore un plan de transition écologique pour les services publics de l'État. Et puis dans la foulée, il prendra la direction de la Haute-Savoie. Demain, il se rendra sur la mer de glace et parlera biodiversité avec notamment des mesures pour protéger le Mont-Blanc. Et puis carton jaune pour EDF et Engie. La CNIL les met en demeure et leur donne 3 mois pour mettre en conformité la manière dont ils gèrent la collecte des données personnelles des consommateurs via les compteurs Linky. Et on débute donc avec le sénateur du jour. Il représente les Français établis hors de France, siège dans le groupe Les Républicains. Bonjour Ronan Le Gleut. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler de l'actualité internationale, elle est riche, mais d'abord question d'actualité sur le Parlement, ce qu'il s'est passé hier. Emmanuel Macron qui a donc reçu les députés de sa majorité à l'Élysée. Est-ce que vous le regrettez qu'il ne reçoive que des députés, que de sa majorité? Est-ce qu'il se comporte plus en chef de la majorité qu'en président de la République? Oui, il se compose en chef de la majorité, mais s'il veut lancer un signe au Parlement pour montrer le respect des parlementaires, alors il faut laisser le Parlement travailler sur la réforme des retraites. Parce qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe. On parle d'une réforme qui concerne tous les Français, absolument tous les Français. Une réforme qui va impacter la vie des Français pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et on ne laisse pas le Parlement, c'est-à-dire les représentants du peuple, faire leur travail calmement. On n'est pas à une semaine près pour décider d'une réforme qui va impacter sur des dizaines et des dizaines d'années. Donc, s'il veut lancer un signe de respect au Parlement, aux parlementaires, au travail des représentants de la nation, alors il faut les laisser travailler sur une réforme de cette ampleur. Les laisser travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de temps d'examen que les 2 semaines prévues à l'heure actuelle? On n'est pas à une semaine près pour une réforme dont elle est en préparation depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Et elle arrive au Parlement et c'est un travail qui devient bâclé par un temps de travail qui est beaucoup trop court. Il faut laisser le temps de travailler, c'est-à-dire de discuter les amendements, d'avoir le temps de défendre les amendements. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est fait. Quand on voit la dimension que représente une réforme de cette ampleur, il faut laisser les représentants du peuple l'amender. Alors le calendrier parlementaire, il va se télescoper avec le calendrier électoral. Il est de tradition que le Parlement ne siège pas durant les périodes électorales. Est-ce que ça ne vous poserait pas de problème qu'on balaye cette tradition et que le Parlement, en tout cas l'Assemblée nationale, siège pendant les municipales? Pour une réforme de cette ampleur, la réforme des retraites, qui, je le répète, concerne tous les Français. Il n'y a pas un Français qui n'est pas concerné par la réforme des retraites. Il faut prendre le temps de le faire. Et le Parlement, nous avons une démocratie parlementaire, eh bien, il faut laisser le temps des représentants du peuple de pouvoir quitte à siéger pendant discuter. les municipales. Voilà, il faut que le temps soit pris pour une réforme de cette ampleur. Comment vous qualifiez, vous, la vision qu'a Emmanuel Macron du Parlement ?
Aujourd'hui, et l'exemple des retraites en est une preuve, le Parlement n'est pas suffisamment respecté. Il faut vraiment que les conditions de travail, c'est-à-dire le temps que l'on passe à défendre les amendements, soient suffisants. Et là, ce n'est pas le cas. On a le sentiment que les technocrates, dans les ministères, veulent faire la loi. La loi, elle est faite par les représentants du peuple en démocratie. Vous qui représentez les Français de l'étranger, vous passez beaucoup de temps, notamment en Allemagne. Qu'est-ce que vous avez des retours? Qu'en pensent nos voisins européens, notamment de ce qui se passe en France sur cette réforme des retraites? Globalement, l'idée est quand même partagée en Europe qu'il y a l'allongement de la durée de vie. Bon. Ça, l'allongement de la durée de vie, c'est un constat qu'à peu près tout le monde fait, et c'est heureux. Nous vivons de plus en plus longtemps. Et donc, il faut adapter la réforme des retraites à l'allongement de la durée de vie. C'est pour ça que chez les Républicains, on propose de passer à 64 ans, puis dans une douzaine d'années à 65 ans. C'est le seul moyen de financer la réforme des retraites. Aujourd'hui, sur la réforme des retraites, on nous demande de faire la loi sans savoir comment cette réforme va être financée. Elle n'est pas financée aujourd'hui, puisque la conférence sur l'équilibre et le financement de système de retraite va donner son avis en avril. Donc on demande au Parlement, dans l'urgence, de légiférer sur une réforme de retraite non financée. C'est totalement absurde. Alors le Sénat devrait connaître les conclusions de la conférence de financement au moment où il examine le texte. Est-ce que du coup vous ne serez pas mieux lotis que vos collègues députés? Oui, mais vous allez savoir où vous allez, la conférence de financement aura rendu ses conclusions. Vous avez raison, mais le Parlement en France, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. On demande à la moitié du Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, de faire la loi sans savoir si le projet est financé. C'est là où je dis que c'est absurde. Et puis, cette réforme quand même, qui est censée être universelle, elle ne l'est plus, puisque on était censé supprimer les régimes spéciaux, or on recrée de nouveaux régimes spéciaux. Je mets de côté le régalien qui est légitime. Mais enfin, les contrôleurs aériens, les hôtesses de l'air, les marins-pêcheurs, les danseurs de l'Opéra de Paris, les transporteurs routiers, on a créé de nouveaux régimes spéciaux. Donc il n'y a plus de régime universel. Allez, on va passer, puisqu'on parle de ce qui se passe au Sénat, on va parler de ce qui se passe au Sénat et d'une proposition de loi que vous avez co-signée. C'était il y a quelques jours. C'est une proposition de loi sur l'irresponsabilité pénale. On va en parler avec Fanny Conqui qui va arriver dans quelques instants. Voilà, Fanny qui arrive sur ce plateau. Fanny, je le disais, on va parler de cette proposition de loi sur l'irresponsabilité pénale co-signée par Ronan Le Gleut. Oui, bonjour Oriane, bonjour Ronan Le Gleut. Plusieurs sénateurs dont vous faites partie ont déposé le 4 février dernier une proposition de loi visant, je cite, à garantir la tenue d'un procès en cas de procédure d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et à étendre le droit d'appel pour ces décisions. Alors on rappelle d'abord le contexte. Plusieurs affaires aboutissant sur l'irresponsabilité pénale de l'accusé ont ému l'opinion publique. La dernière en date, évidemment, il s'agit de l'affaire Sarah Halimi. On va rappeler quelques mots de cette affaire. En avril 2017, Kobili Traoré tue sa voisine, retraitée Sarah Halimi, et 2 ans plus tard, après 2 ans d'instruction et de nombreuses expertises psychiatriques, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris rend une décision d'irresponsabilité pénale pour Kobili Traoré. Voilà pour les faits. Ce que soulignent les sénateurs dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, c'est qu'il reste alors un sentiment d'injustice, d'incompréhension de la part des victimes, avec un deuil impossible à faire et de fait, le besoin de procès est là. Les sénateurs rappellent qu'il y a eu des évolutions de la loi. Avant 2008, l'irresponsabilité pénale pouvait être établie par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ou bien constatée lors d'un procès débouchant sur un acquittement ou une relaxe. L'impact de ces termes de non-lieu et de relax était très difficile pour les victimes et depuis la loi 2008, on introduit la notion de déclaration d'irresponsabilité pénale. Soit la décision d'irresponsabilité pénale est rendue au stade de l'instruction, soit elle est rendue par la cour d'assises ou le tribunal correctionnel lorsqu'il y a un procès. Mais pour les sénateurs, auteurs de cette proposition de loi, il faut aller plus loin
pour garantir un procès. D'abord parce que la procédure de décision devant la chambre de juridiction est rarement utilisée. Par ailleurs, le droit de faire appel est limité. C'est ce que dénoncent souvent les associations de victimes. Pour répondre à ce double constat, voilà ce que contient cette proposition de loi. Article 1er qui abroge la déclaration d'irresponsabilité pénale au stade de l'instruction, consacrant donc le droit à un procès. Et puis l'article 2 accorde le droit de faire appel d'une déclaration d'irresponsabilité au procureur général, à l'accusé ou au prévenu, au ministère public et à la partie civile. L'objectif, Ronan Le Gleut, c'est que la cour d'assises se prononce et donc déclare l'accusé coupable, non coupable ou irresponsable. Oui, écoutez, Sarah Halimi a été massacrée, défenestrée par un meurtrier clairement antisémite. Et il n'y a pas de procès. L'antisémitisme a été reconnu par le tribunal. Absolument, mais il n'y a pas de procès. Écoutez, je suis sénateur représentant les Français de l'étranger et on a une très grande communauté française établie en Israël. Environ 160 000 Français vivent en Israël. Je suis allé à leur rencontre il y a quelques jours. Que ce soit à Ashdod, à Haïfa, à Yokneam, à Netanya, à Tel Aviv, Jérusalem, partout où je suis allé à la rencontre des Français. Je n'ai pas rencontré un Français me parler du choc profond que représente cette déclaration d'irresponsabilité et le fait qu'il n'y ait pas de procès. On m'a mis en relation notamment avec le frère de Sarah Halimi. Écoutez, le deuil est impossible dans une telle situation. C'est insoutenable. Et la lutte, la guerre même, contre l'antisémitisme en France, ça doit être une lutte permanente. Vous savez, on a des Français de confession juive qui font l'alia vers Israël parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, on a un problème majeur d'antisémitisme en France. Donc il faut lutter contre l'antisémitisme. Ça, c'est une chose absolument essentielle. Sur le fond de la proposition de loi de Roger Carucci, qui est excellente, le sujet, c'est de supprimer la procédure de décision au stade de l'instruction et ainsi de garantir la tenue d'un procès devant la chambre de juridiction. Voilà l'objectif. Parce que le deuil est impossible s'il n'y a pas de décision de justice. Merci beaucoup Fanny. Merci. Merci. Ronan Le Gleut, on va passer à l'actualité internationale. Elle est chargée. On va commencer par le coronavirus, inquiétude mondiale autour de ce virus. Alors on a beaucoup parlé des Français qui ont été rapatriés de Chine, qui se trouvent actuellement à Carry-le-Rouet ou à Aix-en-Provence. On parle moins de ceux qui restent là-bas. Il y en a encore des Français, y compris dans la région de Wuhan, berceau de l'épidémie. Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Alors oui, je suis régulièrement au téléphone, notamment avec nos conseillers consulaires, qui sont les représentants des Français établis en Chine. Si vous voulez, aujourd'hui, on a ce que j'appelle des héros invisibles. Je pense par exemple au consul de France et son équipe à Wuhan, qui sont toujours à Wuhan. Je pense aux enseignants des lycées français qui s'adaptent à la situation. Aujourd'hui, d'après le consul de France à Wuhan, il reste environ 15 Français qui en fait sont dans des situations de couple franco-chinois. Il n'y a pas de binationalité franco-chinoise, mais par exemple il y a des couples franco-chinois. Et en fait, ce sont des Français qui ne veulent pas rentrer. C'est leur choix, personnel de ne pas rentrer. Mais il a toujours été proposé de pouvoir rentrer dans la région du Hubei. Bon, sur l'enseignement, c'est très important. Les lycées français aujourd'hui sont fermés, puisque vous savez que le travail a repris officiellement depuis lundi. Et donc on a des enseignants de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui s'adaptent à la situation, qui par exemple font l'appel par visioconférence, qui donnent des devoirs à la maison. Les parents s'adaptent, ils sont confinés et donc donnent les cours directement à Hong Kong, à Shanghai ou à Pékin. Donc on a une situation qui est extrêmement critique. Tous les Français qui vivent en Chine et qui sont des indépendants, restaurateurs, indépendants, le chiffre d'affaires s'effondre totalement. Donc on a une situation économique qui est dramatique. J'ai eu un Français directeur d'hôtel qui m'a expliqué que le taux d'occupation de son hôtel était de 7%. En 35 ans de carrière, il n'avait jamais vécu ça. Et puis, donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des Français qui sont extrêmement dignes, on a des héros du quotidien, ces enseignants qui s'adaptent à la situation. Je pense au consul de France à Wuhan et toute son équipe, au Quai d'Orsay de manière générale. Le Quai d'Orsay qui gère bien les situations, selon vous? Oui, pour moi, le Quai d'Orsay, qui est un ministère où on a d'année en année coupé les budgets du Quai d'Orsay. Et on le voit dans cette situation-là,
sans notre consul et son équipe à Wuhan, jamais on n'aurait pu arriver à la situation d'aujourd'hui qui est satisfaisante pour les Français, par exemple, qui sont aujourd'hui à Carry-le-Rouet dans les Bouches-du-Rhône. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument donner les moyens au Quai d'Orsay de pouvoir continuer des missions de cette ampleur. Et on le voit bien, les budgets ont été rognés. Un autre point qui me semble très important. On a des familles françaises, parce que les lycées sont fermés, qui décident, par exemple, parce que leurs enfants vont passer le bac, de revenir en France. Je souhaite qu'ils soient bien accueillis en France, après les 14 jours de quarantaine, mais que ces enfants qui arrivent de Shanghai, de Hong Kong, de Shenzhen, puissent être bien accueillis en France dans les écoles françaises. Voilà. C'est un message que j'ai eu le Quai d'Orsay hier au téléphone, c'est un message que je leur transmets parce qu'il y a une certaine inquiétude de la part de ces Français établis en Chine. Comment seront-ils accueillis lors d'un retour? On respecte les 14 jours de quarantaine et je souhaite qu'ils soient bien accueillis. Il y a une cellule qui est dédiée à ça au Quai d'Orsay? Ils sont en contact en permanence? Absolument. Il y a une cellule dédiée, notamment lancée par le centre de crise. Et je peux vous dire que j'ai leur portable, je suis au téléphone régulièrement directement avec eux et de la même manière avec les Français de Chine. On va parler d'un autre sujet que vous connaissez bien, c'est l'Allemagne, les relations franco-allemandes notamment. D'abord, ce qui se passe en Allemagne, il y a une alliance qui a été passée il y a quelques jours entre la droite modérée de la CDU et l'extrême droite pour élire le dirigeant de la région de Thuringe. La dauphine d'Angela Merkel, par la suite, Annegret Kramp-Karrenbauer, a renoncé à lui succéder. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Allemagne s'enfonce dans une crise politique ? Alors déjà, sur l'alliance dont vous parlez, elle a été condamnée et Kemmerich, le président du Land de Thuringe, a démissionné en moins de 24 heures. Donc il faut rappeler que ça a été totalement rejeté par Angela Merkel, par le parti CDU et par Annegret Kramp-Karrenbauer. Mais a posteriori. Voilà, ça a été dans les 24 heures, si vous voulez. Donc clairement, la ligne du parti d'Angela Merkel, c'est pas d'alliance, hein. Alors effectivement, Annegret Kramp-Karrenbauer a démissionné. Elle était la dauphine d'Angela Merkel et ça pose effectivement la question de la succession. Aujourd'hui, plusieurs candidats sont en lice, Friedrich Merz, Armin Laschet, Jens Spahn, voire Markus Söder. Et effectivement, vous avez raison, ça ouvre aujourd'hui des questions pour le centre droit et la droite en Allemagne. Est-ce que ça pose uniquement la question de la succession? Est-ce que ça ne pose pas aussi la question d'un affaiblissement d'Angela Merkel à la tête de l'Allemagne? Écoutez, Angela Merkel déjà a procédé à la démission du parti, CDU, qui a vu l'élection ensuite d'Annegret Kramp-Karrenbauer. Donc c'était déjà l'étape. De toute façon, Angela Merkel a annoncé très tôt qu'elle ne se représenterait pas en septembre l'année prochaine, septembre 2021. Donc effectivement, l'Allemagne se prépare à un scénario en septembre 2021 et regarde d'ailleurs vers l'Autriche. Vous savez qu'il y a une coalition entre les conservateurs de Sebastian Kurz et les Verts, et c'est aujourd'hui un scénario qui est étudié de près en Allemagne, c'est-à-dire une coalition au niveau de toute l'Allemagne, de la République fédérale d'Allemagne, entre les conservateurs de la CDU et les Verts. Donc pour vous, il n'y a pas ça concerne uniquement la CDU et la succession d'Angela Merkel à la CDU. Il n'y a pas de risque, par exemple, pour le couple franco-allemand. Angela Merkel n'est pas affaiblie en tant que dirigeante. Si vous voulez, Angela Merkel termine son mandat. Dans 1 an et demi, elle n'est plus chancelière. Et aujourd'hui, c'est très clair, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc évidemment, c'est dans cette perspective que le couple franco-allemand travaille. Allez, on va parler d'un autre sujet. Ça concerne cette fois le Royaume-Uni. Ces législatives en Irlande qui ont eu lieu il y a quelques jours. Et le Sinn Féin, c'est le parti nationaliste qui devient la deuxième force parlementaire. C'est un parti qui est partisan d'une réunification des deux Irlandes, la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Est-ce que pour vous, on va vers la fin des deux Irlandes ? Non, pas encore. En tout cas, pas à court terme, parce que déjà sur l'élection en Irlande, j'ai eu des Français d'Irlande au téléphone. Ils estiment que la victoire du Sinn Féin n'est pas liée au Brexit. Ils estiment que c'est lié à, disons, 2 thèmes principaux. Il y a la crise du logement, et notamment les jeunes générations qui ont du mal à se loger, et plutôt pour les seniors, la crise du système de santé. Et puis, la personnalité de la leader du Sinn Féin, Mary-Lou McDonald, est très importante parce qu'elle donne une image moderne du Sinn Féin qui n'est pas liée à son histoire de bras politique de l'IRA. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un changement de génération au Sinn Féin et clairement, le Brexit n'a pas été au cœur de l'élection.
Maintenant, la question que vous posez, évidemment, est légitime. C'est qu'on voit notamment, par exemple, le vote des Écossais, qui a été très favorable au Remain, c'est-à-dire au fait de rester dans l'Union européenne. On voit bien les conséquences que cela entraîne. Bon, en attendant, Boris Johnson... Ça veut dire qu'il y a un risque d'éclatement du Royaume-Uni pour vous? En tout cas, il y a un souhait de l'Écosse très clair d'avoir un nouveau référendum, mais Boris Johnson y est totalement opposé. Merci beaucoup. Merci Ronan Le Gleut d'avoir été avec nous ce matin et ces sujets étaient nombreux. Dans 2 minutes, on va accueillir notre invité politique. C'est Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement. On reviendra bien sûr avec lui sur la réunion entre Emmanuel Macron et les députés de la majorité qui avait lieu à l'Élysée, mais aussi sur le calendrier parlementaire de la réforme des retraites. Mais d'abord, vous le savez, jusqu'au premier tour des municipales, on vous propose une série de modules pédagogiques. Pour mieux comprendre cette élection, ils sont réalisés avec France 3 Noa, la chaîne de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on va voir comment sont rémunérés les maires. Eh bien c'est simple, plus il y a d'habitants dans la commune et plus le maire touche d'argent. Alors avant tout, il faut bien savoir qu'on ne parle pas de salaire pour les maires, mais d'indemnité. C'est bien évidemment une tournure symbolique destinée à rappeler qu'être maire n'est pas un travail, mais une fonction. Le montant de cette indemnité est fixé par le CGCT, le Code général des collectivités territoriales. Le critère déterminant de l'indemnité est le nombre d'habitants par commune. Plus il y a d'habitants, et plus l'indemnité du maire sera élevée. Et oui, on considère que plus la ville est grande, et plus la charge de travail et les responsabilités du maire sont importantes. Du coup, il mérite un salaire plus élevé. Ainsi, pour une commune de moins de 500 habitants, un maire touchera environ 650 € bruts par mois. Pour les villes comme Bordeaux, le salaire du maire avoisine les 5500 €. Je vais peut-être me présenter moi, hein. Cette indemnité peut grimper jusqu'à plus de 8000 € pour les grandes villes de France, dont Lyon, Paris et Marseille. Bon, et tout ça bien sûr, hein, c'est sans compter les pots de vin, valises diplomatiques et rétro-commissions. Non, sans blague, les 35 000 maires de France ne touchent pas 8000 € par mois, bien au contraire. 50% d'entre eux toucheraient moins de 2128 € bruts par mois. L'indemnité de fonction pour les maires des petites communes étant très petite, beaucoup sont obligés de conserver une activité professionnelle en parallèle. Certains maires cumulent ainsi plusieurs sièges pour mettre du beurre dans les épinards, mais attention, il n'est plus possible de cumuler n'importe quoi. Un maire peut par exemple devenir président d'une communauté de communes, conseiller départemental ou régional. Il percevra alors un supplément pour cette nouvelle casquette. Cependant, les indemnités des maires ne sont pas cumulables à l'infini. Elles sont plafonnées à 1,5 fois l'indemnité parlementaire de base, soit 8 434,85 € mensuels maximum. N'oubliez pas de me poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao! Et notre invité politique ce matin, c'est Marc Fesneau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ministre chargé des relations avec le Parlement. On est ensemble pendant un peu plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Marc Fesneau, on va bien sûr longuement parler de cette rencontre hier entre Emmanuel Macron et les députés de la majorité. Mais d'abord, un mot sur un député avec vous, Stéphane. Oui, un mot hommage au député d'Ille-et-Vilaine, François André, dont on a appris le décès lundi. Il y a eu un hommage qui lui a été rendu à l'Assemblée. On vous y a vu manifestement très ému. Oui, et le président de la République, hier, dans la rencontre qu'il a eue avec les parlementaires de la majorité, était très ému parce qu'au fond, moi j'ai découvert François André en 2017. Beaucoup le connaissaient par ailleurs et avant de son engagement territorial et d'une forme de bienveillance qui portait toujours en lui et puis du courage avec lequel il a affronté la maladie sans trop en dire, avec la pudeur qui était la sienne. Et au fond, dans le collectif que nous formons à chaque fois, les tristesses individuelles se partagent aussi, si je peux dire. Elles se partagent collectivement. Il y avait beaucoup d'émotions à l'Assemblée hier, je crois, y compris sur tous les bancs d'ailleurs de l'Assemblée. Et beaucoup d'émotions hier parce que il avait fait partie de l'aventure. Et puis on l'a vu au quotidien, je l'ai vu au quotidien encore récemment, il y a une quinzaine de jours, je l'avais vu. Et jusqu'au bout, il a essayé d'exercer son mandat avec une grande dignité, et puis avec l'attachement qu'ont les Bretons à leur terre. Et tout ça, évidemment, produit beaucoup d'émotions. C'était un grand monsieur. Oui. On va parler de cette rencontre entre Emmanuel Macron et les députés de la majorité qui avait donc lieu hier soir à l'Élysée. Comment ça s'est passé? Est-ce que finalement c'était une opération rabibochage qui ne dit pas son nom? C'était pas une opération rabibochage. D'abord, je rappelle que le président de la République à plusieurs reprises a rencontré les députés de la majorité. C'était un rendez-vous qui était prévu
pas forcément à cette date-là précisément, mais en tout cas c'était un rendez-vous qui était prévu. C'était un moment de rencontre et d'échange direct avec le président de la République. Un moment au fond assez simple, d'une certaine façon. Le président de la République a à la fois exposé sa vision, dans quel contexte nous étions, quels étaient les projets que nous portions et en quoi nous formions un collectif au fond, entre gouvernement, parlement, majorité. Est-ce qu'il y avait besoin de le rappeler ? Non, mais c'est toujours bien de redonner du sens, je crois, à l'action qu'on a. Quand vous êtes en situation de gouverner, vous avez des moments plus ou moins faciles. C'est pas une nouveauté d'une certaine façon dans le champ politique, mais c'est toujours bien de rappeler le collectif que nous formons et les grandes ambitions qui sont les nôtres pour le pays. Tout le monde est venu ? Il y avait combien de... Il y avait vraiment beaucoup de parlementaires, puisqu'il y avait environ 350 invités, il y avait plus de 300 présences, ce qui est en ce moment, certains étant engagés, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans des équipés, si je peux dire, municipales. Oui, on va en parler, oui. Il y avait beaucoup de monde attentif et à la fois j'ai senti beaucoup de cohésion pour être très. Et la très tonalité générale, ce qu'on vous a vu au premier rang avec Richard Ferrand, quelle était l'ambiance générale? Parce que ça on le voit pas sur les images. Non, en tout cas ce que j'en ai perçu moi, c'était plutôt une ambiance de cohésion et de volonté de dialoguer avec le président de la République à la fois publiquement, puis après il y a eu des échanges. Il y a eu des informels. questions qui piquent un peu. Mais c'est normal qu'il y ait des questions qui piquent. Enfin, les questions qui piquent, c'est les questions qui piquent. Alors, moi, aucune question ne me pique, pour tout vous dire, et encore moins le président de la République, je crois. C'était à la fois sur... Vous êtes parlé franchement. Oui, on s'est parlé franchement, et c'est la capacité que peut avoir une majorité de se faire entendre, par le gouvernement, de se faire entendre tout court, l'amélioration des process qu'il faut qu'on ait, parce que c'est comme ça, il y a toujours besoin d'améliorer les process. C'est valable d'ailleurs avec un Parlement, c'est valable aussi dans des collectivités locales que je connais bien. Donc c'est des choses normales. Et puis le sentiment et la volonté de s'expliquer sur un certain nombre de choses qui avaient pu se dérouler dans les semaines qui venaient. Mais lesquelles alors? Mais par exemple, ce qui s'était passé sur l'affaire de la PPL sur le congé de deuil, le président de la République a... C'est ça qui a cristallisé les tensions. Ça n'a pas cristallisé, ça a été un élément... C'est ce qui provoque la réunion, en fait, la rencontre. Oui, enfin... C'est un élément qui a, pour beaucoup de députés, été vécu comme quelque chose de profondément injuste, que je partage d'une certaine façon, parce qu'au fond, ils ont voulu poser le sujet tel qu'il était dans sa globalité, dans l'entièreté de la difficulté humaine que posait le deuil d'un enfant. Et ça n'a pas été compris comme ça a été compris comme, au contraire, quelque chose qui était une mise à distance de la réalité qui était perçue par les uns et par les autres. Et c'était bien de s'en reparler et de regarder comment on peut à la fois cheminer avec la plus grande lucidité, que ça soit compris par les Français. Mais comment alors, puisque vous parlez de process à revoir, est-ce que la majorité, est-ce que vous allez revoir vos méthodes de travail sur ces niches parlementaires, puisque c'est ça qui pose problème? D'abord, on a évolué sur le principe. Je rappelle d'ailleurs que dans les temps précédents de ce quinquennat, la règle générale, c'était le renvoi en commission ou le rejet simple. Nous avons fait le choix dans cette majorité, et j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait le faire, de dire quand il y a un texte qui vient de l'opposition, on l'examine. On l'examine, on le travaille, on l'amende, on le corrige. Quand on n'est pas d'accord avec, on vote contre, parce que quand même on est en démocratie, et c'est bien la moindre des choses. Et donc ça, c'est une première étape qui a été franchie. Après, c'est de regarder ce qui est la part de ce qui peut être dans un texte, ce qui est la part d'un texte qui peut être dans un projet plus global. Parce qu'au fond, une niche ne règle pas à elle seule un problème complet, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on essaie d'affiner les dispositifs pour à la fois répondre sur la niche, mais répondre aussi sur la globalité. On ne peut pas, dans une journée ou dans un élément législatif qui est examiné pendant 2 heures, prétendre résoudre un certain nombre de problèmes qui relèvent parfois du projet de loi de finances, du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Est-ce que vous-même, vous reconnaissez qu'il n'aurait pas fallu s'y prendre comme ça sur Non, je crois que c'est plutôt les étapes. D'ailleurs, le texte va arriver au Sénat et il va être travaillé désormais au Sénat, parce que le texte a été voté et qu'il y avait eu des amendements qui avaient été portés et qu'il y a un travail, au fond, d'explication qui a été donné et qui permettra au Sénat de faire une première lecture qui permettra de valider des choses. Le process, c'est toujours un élément important dans un dialogue entre une majorité et un exécutif. C'est comment on affine les choses, comment on porte les messages, comment on prend la décision et comment on l'explique. Alors, vous comprenez bien que dans le problème dans cette séquence, c'est que l'image qui a été donnée ou qui est retenue, c'est que finalement on a des députés qui appliquent des consignes. Mais c'est une fausse image, parce que moi je le connais très bien, ces députés. C'est l'impact que ça a eu. Oui, quoi. mais je vois bien comment on ça peut être l'adopte, perçu. cette fausse image. Je pense qu'il faut le faire comme on l'a fait, c'est-à-dire, c'est ce qu'a rappelé aussi d'ailleurs le Premier ministre à l'Assemblée nationale, je crois, avec le sentiment d'humilité. Quand on n'est pas compris, quand quelque chose n'est pas perçu, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut le dire et il faut essayer de corriger le tir. Et au fond, cette majorité, elle a aussi cette capacité à ne pas vivre dans ses certitudes. Et la capacité à se remettre en cause. Des fois, les remises en cause sont douloureuses, mais de se dire, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas été compris. Et au fond, on avait le même objectif que celui qui portait la proposition de loi, en l'occurrence M. Bricout, qui était celui d'améliorer la situation des parents endeuillés par la mort d'un enfant. Et donc, c'est comme ça qu'il faut essayer d'avancer et de
il n'y a pas de grand soir dans ces affaires-là. Il faut envoyer des signaux qui soient clairs et visibles de la volonté que nous avons d'avancer sur ce sujet-là comme sur d'autres. Alors, de manière plus générale, il y a un extrait intéressant dans la discussion d'hier entre le président de la République et les parlementaires. Il y a un moment, le président dit qu'il voudrait qu'on arrive à acter le changement de méthode après la réforme des retraites, rendre la méthode transparente pour tout le monde, resynchroniser le temps du gouvernement, du Parlement et de la vie du pays. Est-ce que ça veut dire... C'est une phrase qui veut dire deux choses. C'est que pour l'instant, manifestement, la méthode n'est pas transparente, ça on vient d'en parler, mais quand il dit il faut qu'on arrive à acter le changement de méthode, moi je croyais que l'acte 2 du quinquennat, c'était justement le changement de méthode. On en parle depuis presque un an, et manifestement, rien n'a changé pour le moment. Mais ce n'est pas exact, il y a un certain nombre de sujets qui sont désormais mis sur la table. Alors pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a cette phrase-là ? Je vais vous expliquer ce que j'ai perçu du propos du président de la République. Le changement de méthode, c'était la capacité que nous avions, sur un certain nombre de sujets, à répondre aussi concrètement que possible aux besoins des Français, qui avaient été exprimés en partie par la crise des Gilets jaunes. C'est la réponse qui a été apportée aux élus locaux au travers du texte qui a été porté par Sébastien Lecornu. C'est le texte qui a été porté autour de l'économie circulaire. C'est un certain nombre de dispositifs c'est les maisons France Service. C'est moins législatif et c'est plus réglementaire, si je peux dire. C'est plutôt le déploiement. Donc ça, c'est des choses très concrètes. Oui, mais ça participer de l'acte 2 et de la volonté de répondre concrètement aux choses. Mais sur la méthode elle-même. Ce dont on a besoin, et c'est ce qu'a voulu dire, je pense, le président de la République, c'est d'abord de se concentrer sur un certain nombre de dispositifs, de faire vivre les dispositifs que nous avons mis en place. Par exemple, la maison France Service, si je reprends cet exemple-là, on voit bien ce qu'on veut, on est en train de déployer les choses, on n'est pas encore au bout du process, puisque le président de la République avait dit qu'il souhaitait qu'il y en ait une par canton, si je me souviens bien. Et donc c'est une fois qu'on a posé les choses de ce que nous voulons faire, qu'on le fasse, et qu'on le fasse avec quelque chose qui soit visible pour les gens. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, le changement de méthode aussi, c'est la capacité que nous avons dans un certain nombre de textes. Il y a beaucoup de textes qui ont été votés. La loi Pacte, c'est des éléments importants pour les salariés et pour les entreprises. La loi sur le droit à l'erreur, la question c'est la perception le moment entre ce qui est voté, ce qui est voulu, et la perception par les citoyens. J'ai toujours été assez malheureux de voir que, par exemple, la fin de la taxe d'habitation, elle a mis beaucoup de temps à être perçue par les citoyens. Ceux qui aujourd'hui ne la payent plus commencent à le voir, mais c'est quand même assez fascinant de voir à quel point la mesure existait et à quel point dans l'opinion on avait le sentiment que la mesure n'existait pas. Et le changement de méthode, est-ce que c'est aussi plus d'écoute des parlementaires, plus d'écoute de leur remontée de terrain ? Ça a été dit, je crois, hier. Oui, ça a été dit par une parlementaire. Est-ce qu'il y a un manque d'écoute de la part du gouvernement et notamment il y a toujours un besoin, je ne sais pas si c'est un manque ou pas un manque, il y a toujours un besoin d'écoute et de perception de ce qu'est la réalité territoriale. Alors c'est parfois des tendances générales que tous les parlementaires peuvent faire remonter sur tel ou tel sujet, et puis c'est l'attention portée à ce que portent les parlementaires de leur réalité propre, territoriale, de leur réalité de telle ou telle région, de tel ou tel secteur, parce que la France est très diverse dans ses attentes. Quand vous êtes un élu francilien, vous n'êtes pas dans la même situation qu'un élu... Et ça, vous reconnaissez qu'il y a eu un manque d'écoute pendant... Non, mais je crois que c'est un élément à renforcer. Et c'est toujours quelque chose qui existe dans les rapports entre une majorité et l'exécutif. C'est la nécessité de bien articuler le dialogue, ce qu'ils nous le disent, et la mise en œuvre au travers soit des processus législatifs, soit d'autres processus. Moi, je pense, on partage beaucoup ça entre nous, c'est l'idée que tout n'est pas législatif. Qu'au fond, les réponses à apporter ne sont pas forcément d'ordre législatif. Et donc, c'est ça sur lequel il faut effectivement travailler. On va passer à la réforme des retraites, puisque là aussi, on aimerait avoir de votre part plus de précisions sur le calendrier parlementaire. C'est bien le texte du gouvernement qui sera examiné lundi, puisque la commission spéciale a acté hier qu'elle ne pourrait pas aller au bout de ses travaux. Est-ce que c'est un échec pour le travail parlementaire ? Non, ce n'est pas un échec pour le travail parlementaire. Je vois bien où veulent nous emmener... les députés, en particulier ceux de la France Insoumise, parce que je reconnais que dans les oppositions, il y a des députés qui portent un autre projet, mais qui essayent de le défendre. Et les députés de la France Insoumise ont décidé, au fond, de refuser le débat parlementaire. Je vois bien ce qui les gêne, parce qu'au fond, quand on va au fond du sujet, quand on regarde ce que porte cette réforme en termes de justice, de rééquilibrage, d'effets redistributifs assez massifs sur les Français les plus modestes, là, évidemment, là, quand on se heurte au mur du réel du texte, ils ont une difficulté. Donc, ils ont une stratégie simple, qui est une stratégie d'empêchement, d'obstruction, de harcèlement démocratique permanent, pour empêcher le fonctionnement. Moi, je pense que ça me pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'on respecte les institutions, et quand on respecte les institutions, on ne dévoie pas le sens. Le droit d'amendement, j'étais venu ici d'ailleurs le dire quand j'étais député, il est imprescriptible, il est individuel et il faut le respecter. Mais il est respecté, et il faut le respecter aussi dans ce qu'il est. L'amendement, il est là pour modifier un texte, l'améliorer. Il n'est pas là pour empêcher, au fond, que devant les Français puissent se faire le débat. Et moi, ce que j'ai trouvé utile dans cette commission, et je voudrais saluer le travail à la fois des députés de la majorité, mais y compris ceux de l'opposition, c'est ceux qui ont voulu aller au fond des sujets, poser les questions
qui doivent être posées sur ce texte pour éclairer les Français. Le débat parlementaire, il est là pour éclairer les choix des députés, les choix des sénateurs, mais il est là aussi pour éclairer les Français. Et donc, nous ne lâcherons pas notre objectif de faire en sorte qu'on puisse éclairer les Français sur ce texte. Brigitte Bourguignon regrettait hier de ne pas être allée au bout, elle ne pouvait pas. 5566 amendements examinés en commission sur près de 22 000, dont 19 000 déposés par la France Insoumise, 75 heures de travail qui finalement partent à la poubelle, ça ne sert à rien. Non. Alors elle disait justement hier soir que ces travaux seraient utilisés, mais comment du coup ? D'abord, il y a des amendements qui ont été votés. Ils ont été votés, comme ça ne va pas au bout, c'est le texte gouvernemental effectivement qui revient. Enfin, ils seront repris dans la discussion. D'accord. C'est aussi simple que ça. Enfin, on doit ça aux parlementaires. Je signale d'ailleurs que c'est des amendements ou de la majorité ou de l'opposition qui ont pu être pris pour affiner des choses, pour préciser des choses. Et c'est à ça que sert le débat parlementaire. Deux, il y a un certain nombre de questions qui ont été levées, qui vont pouvoir être prolongées dans le débat en séance. Donc, c'est absolument pas un travail. On revient finalement au process d'avant la réforme de 2008 constitutionnelle qui faisait que la commission, on n'était pas sur le texte de la commission, on était sur le texte du gouvernement. Et la volonté du gouvernement, c'est d'écouter ceux qui veulent sincèrement, y compris ceux qui s'opposent à nous objecter des choses et veulent faire d'autres propositions. Avant de revenir sur ce qui va se passer en séance, un mot sur du coup ce que va être maintenant le calendrier. Le vote était initialement prévu le 3 mars. Est-ce que ce matin vous nous dites ce ne sera pas possible de faire ce vote le 3 mars ? Mais ce matin je ne vous dis rien parce que je ne suis pas en mesure, ni vous d'ailleurs, de dire le nombre d'amendements qui seront déposés. Déjà la France Insoumise a dit qu'elle en déposerait autant. Oui, non, mais si cette ce n'est espèce plus de concours, elle a promis un feu d'artifice d'amendements. Oui, enfin je veux dire c'est le dévoiement de la démocratie. Il n'y a pas de quoi être fier. Moi je n'oserais pas aller sur un plateau pour brandir comme étendard l'obstruction parlementaire et le dévoiement des procédures parlementaires. Franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Donc, on peut être fier d'un débat et d'une controverse. On peut être fier de porter le fer sur une controverse politique. Il n'y a pas de quoi être fier d'empêcher des parlementaires. Ils sont 17. Il y en a 560 autres qui ont peut-être envie de parler du sujet. Et donc, on va nous, faire en sorte de parler du sujet parce que sujet contre sujet, réforme contre contre-réforme, je sais de quel côté est la vérité, la responsabilité et la justice du projet. On vous entend, mais peut-être juste un mot. La semaine dernière, sur ce même plateau, Damien Abad, donc le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, disait que finalement, la manœuvre d'obstruction délibérée de la France Insoumise arrangeait bien la République En Marche, et il présentait ça comme une espèce de collusion objective, en disant que ça faisait votre jeu. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Ça m'avait échappé, honnêtement. Il m'avait échappé que ce genre de manœuvre d'obstruction arranger qui que ce soit, ça n'arrange pas Damien Abad comme président du groupe Les Républicains, ça n'arrange personne, ça n'arrange pas la démocratie au fond cette affaire-là. Nous, ce qui nous arrange et ce qu'on veut, c'est aller au fond du texte, parce qu'enfin on pourra dire ce qu'il porte de bon pour les Français. Alors aller au fond du texte, ça risque de prendre du temps. Là, il y a 2 semaines d'examen qui sont prévues pour la réforme des retraites. Est-ce que vous dites oui, on pourra examiner le texte plus longtemps que les 2 semaines prévues ? Mais on sait très bien quel est le calendrier, on sait très bien à quel moment est la rupture liée aux élections municipales. Alors, il y a 2 semaines de prévues aujourd'hui. Il y a une 3e semaine qui est d'initiative parlementaire. On verra comment on a avancé. Ça dépendra du nombre d'amendements. Ça, c'est la semaine du 2 mars. On pourrait être ouvert pour la réforme des retraites. On en discutera avec la majorité. On verra le nombre d'amendements. Moi, je ne viens pas préempter ce que sera la nature du débat. Le nombre. Vous allez vous y préparer, Marc Fesneau. Que nous travaillons sur des. Le débat va être long. On sait qu'il y aura des milliers d'amendements. Mais que nous travaillons sur des hypothèses, oui. Que nous travaillons sur des hypothèses de travail pour faire en sorte que nous puissions débattre de ce texte, oui, mais c'est pas ce matin, ne sachant pas le nombre d'amendements et la disposition des uns et des autres, que je vais le dire. Parce que je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Il y a l'hypothèse de faire sauter la semaine de suspension qui est prévue le 9 mars. C'est pas forcément souhaitable, parce que je pense qu'il y a un moment municipal, on n'est pas dans cette disposition-là. On a un calendrier qui est prévu à l'Assemblée nationale et qui est prévu au Sénat, et à date, comme on dit, c'est à ce calendrier-là qu'on veut se tenir. Après, on verra. Mais vous ne l'excluez pas. Mais non, ce n'est pas la volonté qu'elle a la nôtre. Si l'examen n'est pas fini, vous ne l'excluez pas. On a 9 jours de travail en commission qui a permis d'examiner quand même 5000 amendements. On a un travail en séance avec, 15 jours d'office, si je peux dire, qui sont prévus, ce qui est déjà un temps parlementaire plus long que le temps qu'il y a eu, autant que je me souvienne, sur les autres réformes des retraites. Ça doit permettre de travailler sereinement et de permettre à chacun d'exposer ses arguments. On a un règlement de l'Assemblée nationale qui a été voté par l'Assemblée nationale qui permet aussi d'exercer des mécanismes de régulation. Quand vous avez 17 fois le même amendement, ça vous fait 34 minutes de défense et 34 minutes de réplique. Pour supprimer un alinéa,
il y a peut-être des mécanismes qui permettraient à chacun d'être raisonnable dans la façon de le présenter. C'est-à-dire limiter les temps de parole. Mais c'est le règlement, hein. Je fais que parler du règlement et qui s'applique. Et vous allez appliquer cette limitation du temps de parole. C'est pas à moi de l'appliquer, je suis ministre des Relations avec le Parlement, c'est le travail de l'Assemblée nationale. Mais je sais qu'il y a une exigence collective, et moi j'ai entendu aussi beaucoup de députés de l'opposition regrettant de ne pas pouvoir présenter leurs propres amendements. Donc il y a aussi des mécanismes d'autorégulation. Ça n'est pas 17 parlementaires, 17 sur 577, pardon de le dire, pardon de le rappeler à ces députés-là, ça n'est pas la majorité. Et donc, on ne va pas faire imposer par une ultra-minorité des mécanismes d'obstruction. Après, il y a des mécanismes de régulation qui existent par le règlement. D'autres groupes qui parlent d'utiliser des motions de censure. Mais ça, c'est les mécanismes. Donc ça, pour vous, ça fait pas partie des mécaniques qui pourraient. Si de fait, ça va rallonger les débats. Il y a une constitution, il y a un règlement de l'Assemblée nationale. Nous, on ne dévoie pas les institutions et on respecte le règlement de l'Assemblée nationale. Donc ils sont dans leur droit de le faire. L'hypothèse de recourir au 49.3 à la fin des fins fait pas toujours partie des choses que vous excluez a priori. Nous voulons aller au fond du débat. Et donc, si on veut aller au fond du débat, il n'y a pas de 49.3. Voilà, on veut parler du texte. Au fond, il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas parler du texte parce que à se demander si quelque chose les gêne. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on ne craint pas le débat. Nous, on veut parler du texte. Donc tout ce qui permettra de parler du texte, d'avoir des débats, c'est le travail qui a été fait en commission, qui n'a pas été inutile, comme je le rappelais tout à l'heure. Tout ça, c'est utile pour éclairer les Français et éclairer, au final, le vote d'un certain nombre de parlementaires. Parce qu'on voit bien certains qui disent « Ah oui, ça, c'est plutôt bien, mais il faudrait aller plus loin ». D'autres qui disent « Ça, c'est plutôt bien, mais il faudrait aller… » Enfin, vous voyez, on voit bien qu'il y a un débat qui peut se nouer, c'est à ça qu'on va s'attacher. Un mot sur cette demande des députés socialistes qui demandent une commission d'enquête parlementaire sur l'étude d'impact du gouvernement sur cette réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai rien à en penser. D'abord, il y a une procédure. On saisit la garde des Sceaux, la ministre de la Justice, pour savoir s'il y a une enquête qui est en cours. Donc il y a un process. Et puis la commission se saisira, c'est la commission des affaires sociales d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qui se saisira de la question et qui dira s'il y a lieu ou pas de demander droit. C'est pas une chose automatique, une commission d'enquête. Il faut qu'il y ait un fondement et il faut que ce soit conforme à l'esprit de ce qu'est une commission d'enquête. Donc c'est la commission des affaires sociales de trancher, c'est pas à moi. Un mot sur la réforme constitutionnelle qui a été réévoquée hier au cours de la réunion à l'Élysée. Le président de la République disait qu'il allait en parler ou soumettre le sujet à Gérard Larcher dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? La volonté du président de la République réaffirmée hier, c'est de dire on sait très bien ce qu'on avait voulu poser sur la question de la révision constitutionnelle. On sait au point auquel on s'est arrêté sans avoir pu aller au bout. Et la question, c'est une question de... Je ne sais pas si c'est les mots qui ont été employés par le président de la République, c'est la question de confiance. Au fond, est-ce qu'il y a une volonté commune? Je rappelle qu'il faut obtenir la majorité des 3/5. Est-ce qu'il y a une volonté commune de l'Assemblée nationale et du Sénat de porter cette réforme? Parce que devant les Français, aller au débat, qui est un débat assez lourd, qui est un débat assez long, en sachant par avance qu'il y a une volonté, non pas d'obstruction, mais une volonté de ne pas aboutir, autant se le dire avant qu'après. Alors après, il peut y avoir des mécanismes d'ajustement, et le président de la République, il a je crois, la volonté assez déterminée, et sans querelle en tant que telle, de dire est-ce qu'on peut être d'accord ou pas sur une révision constitutionnelle. Et si on est d'accord, on y va. Et si on n'est pas d'accord, prenons-en acte, mais que chacun, à ce moment-là, prenne ses responsabilités. Nous, le texte, il est posé sur un certain nombre de sujets, et des demandes, on a fait droit à des demandes du Sénat, je pense sur la procédure, je pense sur la réduction du nombre, en disant on peut peut-être le faire un peu moins. Il arrive le moment où chacun doit dire je prends ou je prends pas. Et c'est ce moment-là auquel on arrive. Et à ce moment-là, c'est sur cette base-là qu'on prendra la décision ou pas d'engager les choses. Le point clé, c'est l'état des relations entre le président de la République et le président du Sénat. Est-ce qu'ils se parlent encore? D'abord, ils se parlent. Et deux, c'est pas la question des relations. Au-delà de... Je connais l'un et l'autre. Je sais, je connais l'un et l'autre. Je connais l'esprit de responsabilité de l'un et l'autre. C'est pas qu'une affaire de personne. C'est une affaire de fond. N'éludons pas la question. Il peut arriver que le Sénat ne soit pas d'accord avec ils s'entendaient mieux, en fait. Non, mais il peut arriver qu'il y ait un désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais simplement, il faut le dire. Et s'il y a un accord, il faut le dire aussi. Clairement, visiblement, qu'on sache qu'on va. Un mot, puisqu'on parle du Sénat, sur cette proposition de loi déposée par Philippe Bas, soutenue par la droite et le centre ici au Sénat, pour armer la Constitution face au communautarisme, réaffirmer la prééminence des lois de la République. Est-ce que c'est une PPL, une proposition de loi que le gouvernement pourrait soutenir? Mais le président de la République a clairement indiqué, le Premier ministre aussi, qu'il s'exprimerait dans les jours et les semaines qui viennent sur cette question du séparatisme. Vous n'avez pas de date plus précise? Non, j'ai pas de date plus précise. C'est dans ce cadre-là que s'inscriront les discussions à l'Assemblée nationale et avec le Sénat. Ne préemptons pas le débat avant de l'avoir posé. Je pense qu'il faut regarder dans la globalité. On voit bien le sujet qui est posé aux uns et aux autres.
Mais vous n'êtes pas opposé à une éventuelle modification de la Constitution sur ce ça sujet ? revient au sujet hanté, celui juste avant qu'on a évoqué. Quand faut-il qu'on puisse être d'accord sur un sujet? On ne fait pas que partout. Je pense que c'est des sujets qui sont trop lourds pour ne pas regarder globalement le sujet. Donc prenons le temps de regarder les choses. On s'était promis de parler des municipales. Ça se passe bien à Marche Noire? Ça se passe, j'espère. En tout cas, c'est là que je vis et donc c'est là que j'ai envie d'être élu. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la ligne du MoDem à Paris? La ligne du MoDem à Paris, elle est assez simple au fond. C'est de créer les conditions. Expliquez-nous. Mais vous allez voir, ça va s'éclairer pour vous, j'espère. Elle est assez simple, c'est de créer les conditions d'alternance. Pour créer les conditions d'alternance, il faut procéder à des rassemblements qui soient d'une nature nouvelle que ceux qui avaient été opérés dans les épisodes précédents, si vous me permettez cette expression. La volonté qui a été d'ailleurs affichée, y compris par Benjamin Griveaux, que nous soutenons, c'est une volonté de dépassement des clivages et de travailler avec des gens qui, venant de l'horizon plutôt de la gauche ou venant de l'horizon plutôt de la droite, pouvaient avoir envie de se rassembler pour porter un autre projet pour Paris. Mais juste, c'est ce qui n'est pas clair, Marc Fesneau, c'est que le MoDem soutient Benjamin Griveaux, en tout cas c'est le communiqué du parti, et Marielle de Sarnez, qui est très proche de François Bayrou, est sur une liste des Républicains. Est-ce que vous connaissez le terme final des discussions qui sont aujourd'hui engagées avec Benjamin Griveaux? Non. Ça veut dire quoi? Que Marielle de Sarnez sera sur une liste des Républicains, mais qu'elle votera Benjamin Griveaux au Conseil de Paris? Vous verrez bien, vous verrez bien que les choses seront claires pour vous, parce que la volonté qu'a Marielle et que nous portons au MoDem, c'est une volonté absolument claire, déterminée, avec Benjamin Griveaux, de porter un projet nouveau pour Paris. Mais ça ne se fera pas tout seul. Mais juste et nous, donc ça se fera avec la droite. Mais c'est qu'il y a une Benjamin alliance Griveaux entre Benjamin Griveaux et la droite à gens. Paris. Non mais il y a des gens qui viennent de l'horizon de la droite, cela vous les repérez manifestement, mais il y a des gens qui viennent aussi de l'horizon de la gauche et qui clairement veulent quelque chose de nouveau par rapport à ce que proposait Madame Hidalgo. C'est aussi simple que ça, et c'est à ça qu'on œuvre. Et c'est à ce à quoi œuvre Marielle de Sarnez. Elle donc œuvre, tous contre Anne mais Hidalgo, c'est pas un tous contre. C'est un tous pour quelque chose qui soit clair. Et sortir des ambiguïtés de certains qui est de dire on verra bien au deuxième tour. Nous, ce qu'on veut, avec Benjamin Griveaux, avec La République En Marche, c'est qu'on offre aux Parisiens quelque chose d'autre que le choix qui est celui aujourd'hui sur la table. Voilà. Alors, ceci dit, il y a 36 000 communes. Paris n'est pas la France. Et il faudra regarder l'ensemble. Et ça, vous le savez aussi bien que moi. Vous prêcheriez même mieux que moi sur le sujet. Et donc, il y a des tas d'autres communes où il faudra regarder les choses avec ce même esprit de responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut comme projet? Quelle est l'équipe pour l'incarner? Quelle alternance on propose ou pas d'ailleurs? Parce qu'il y a parfois des élus aussi qui ont fait bien leur travail et qu'il faut soutenir. Allez, on aura encore beaucoup de choses à dire, Marc Fesneau, mais il faut qu'on vous laisse filer puisqu'il y a une conférence des présidents à l'Assemblée. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane. Demain, à votre place, ce sera votre collègue au gouvernement, Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Et on passe tout de suite au club des municipales. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons des municipales, bien sûr, et notamment de la circulaire Castaner sur le nuançage politique. Elle a été beaucoup critiquée, elle a été revue. Où en est-on aujourd'hui? On va en parler. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Vous le savez, on poursuit notre tour de France de la campagne municipale. Aujourd'hui, direction Tours, 140 000 habitants et une élection qui s'annonce très serrée. Entre trois candidats, notamment le maire sortant, Christophe Boucher, qui est soutenu par les Républicains et l'UDI, mais il est sérieusement concurrencé par le candidat de la République En Marche et une liste qui a réussi à faire l'union de quasiment toute la gauche, de la France Insoumise aux écologistes, en passant par le Parti Socialiste. On regarde ce reportage à Tours de Jérôme Rabier et Audrey Vietaz. Plus grande ville de la région Centre-Val-de-Loire, Tours a basculé à droite en 2014 sur fond de scandale politique. Cette année, la gauche espère reconquérir la mairie et pour cela, ils réussissent un petit exploit, l'union de quasiment tous les partis qui la composent. Justement, c'est le jour de la présentation de la liste. On va aller voir ce que ça donne. Vous êtes 4e sur la liste et vous venez d'où en fait ? Bonjour, Cathy Savouré, je suis citoyenne, engagée et je suis issue du mouvement des cogitations citoyennes. Bonjour, et vous ? Bonjour, moi je m'appelle Bertrand Renaud, je suis numéro 3 de la France Insoumise et je suis également porte-parole de la France Insoumise à Tours.
Bonjour, et vous? Cathy Munch-Massé, moi je suis élue socialiste, vice-présidente du Conseil régional et membre de ce collectif Pour Demain. Bon, et Emmanuel Denis, vous êtes la tête de liste écologiste de cette liste candidate à Tours. Comment vous avez réussi finalement à mettre tout le monde autour de la table et surtout à mettre tout le monde d'accord? Il faut prendre du temps, il faut discuter, il faut travailler ensemble. Et puis finalement, voilà, on réussit à se faire confiance. Et c'est comme ça que petit à petit, on a réussi à faire ce grand rassemblement. Certains de vos adversaires dénoncent une alliance de la carpe et du lapin. Qu'est-ce que vous leur répondez? On a vraiment fait un travail important. Ça a commencé depuis 3 ans avec les cogitations citoyennes. C'est la liste participative qui aura la moitié des candidats finalement dans la liste pour demain. Et ça, c'est vraiment une force. Et contrairement à ce qui est dit, il y aura une vraie cohérence grâce à ce ciment citoyen. Dans les cordes. Face à cette gauche unie, Christophe Boucher compte bien conserver la mairie où il a succédé en 2017 à Serge Babary. Après avoir sollicité l'investiture La République En Marche, il part finalement sous les couleurs des Républicains et de l'UDI. Christophe Boucher, vous avez choisi une salle de boxe pour présenter une partie de votre liste parce que vous attendez un combat difficile face notamment à la gauche rassemblée. Alors, je suis dans une salle de boxe parce que c'est mon ADN, c'est le sport, et puis qu'on est dans un quartier sud de la ville et que je souhaite à ce que tous les quartiers soient bien irrigués par les politiques municipales. Vous avez tout de même face à vous une gauche qui part rassemblée, socialiste, écologiste, insoumis. C'est un peu une exception en France. Est-ce que ça vous inquiète? Non, pas du tout, parce qu'on a une liste menée par les Verts qui est plutôt d'extrême gauche, et notre liste qui est une liste qui est bâtie autour évidemment de l'environnement, évidemment autour de la qualité de vie, évidemment autour de la tranquillité, mais aussi sur l'attractivité, sur qu'est-ce qu'est Tours demain. Et là, il y aura des oppositions programmatiques très fortes. Entre le maire sortant, Christophe Boucher, et l'union de la gauche, La République En Marche a choisi d'investir un nouveau venu en politique, en la personne de Benoît Pierre. Benoît Pierre, vous êtes donc le candidat de La République En Marche. Quel espace pour vous, finalement, entre le maire sortant et cette union de la gauche? Un espace qui est large, puisque aujourd'hui ça se traduit par notre liste et les colistiers. Nous allons de la gauche modérée jusqu'à la droite modérée, donc c'est un espace très large. Et c'est quoi finalement la méthode En Marche pour construire un projet pour ces élections municipales? La méthode, c'est le participatif. Nous avons travaillé depuis maintenant 2 années, 14 ateliers, fait près de 300 propositions. Et donc ce travail collectif de 2 années a donné ce programme et qui nous permet justement de faire ces propositions qui sont en adéquation avec les attentes des Tourangelles et des Tourangeaux. La République En Marche comme la gauche ont ciblé Tours comme une ville capable de basculer. Le patron du PS, celui de ELV accompagné d'une députée insoumise et d'une sénatrice Génération, sont même venus tenir meeting commun pour montrer qu'il était possible de s'unir sur le terrain pour tenter de reconquérir une ville perdue par la gauche il y a 6 ans. Voilà pour ce reportage de Jérôme Rablier et Audrey Vuettaz à Tours. Pour des raisons d'équité, on va vous montrer la liste de l'ensemble des candidats déclarés à ce jour au municipal à Tours. Et pendant que vous lisez la liste, j'en profite pour vous dire que demain, dernière étape de notre Tour de France dans la région Centre-Val de Loire, on sera dans le Maine-et-Loire. On va voir ce qui se passe dans une commune nouvelle pour ces élections municipales. On va commencer le débat de ce club. Bonjour Jim Charassé. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour Jean-Baptiste Forêt. Thierry Dupont. Bonjour. Et rebonjour Fanny. On va parler Tours. Avant de vous entendre, messieurs, on va retourner justement à Tours, retrouver en direct nos partenaires de la Nouvelle République. Bonjour Olivier Pouvreau. Vous êtes journaliste à la Nouvelle République, Olivier. Je ne sais pas si vous nous entendez. Alors, visiblement, un petit problème de connexion avec Olivier Pouvreau. On va le retrouver un petit peu plus tard ou dans quelques secondes. On va essayer de rétablir la connexion assez rapidement avec Olivier, journaliste à la Nouvelle République à Tours, qui a donc assisté hier à ce meeting de la gauche unie. Olivier, est-ce que vous nous entendez ? Toujours pas. Allez, on va essayer de rétablir la connexion. On va en parler peut-être d'abord avec vous, messieurs. Jean-Baptiste, on a vu cette gauche unis à Tours, ça va de la France insoumise aux écologistes, en passant par le Parti socialiste. C'est assez rare pour être souligné.
Oui, c'est une exception à ma connaissance parce qu'on voit quand même que le PS et Europe Écologie Les Verts se tirent la bourre, en particulier dans les grandes villes. Et on voit un PS, c'est assez étonnant, qui essaye de laver plus vert que vert. Enfin, on pense notamment à Anne Hidalgo à Paris qui veut planter 170 000 arbres contre 100 000 pour son challenger écologiste. Donc d'habitude, on est plutôt dans une forme de concurrence. Là, peut-être que c'est un laboratoire d'une future gauche plurielle, mais enfin, ça reste quand même hautement aléatoire à ce stade. Ce qui est assez notable, c'est que les rares endroits en France où il y a des listes de la gauche unies, elles sont plutôt dirigées par des écologistes aujourd'hui, ce qui est bien le signe qu'on s'attend quand même à une forte poussée des écologistes. Ailleurs, les écologistes ont plutôt envie de montrer leur prééminence en partant seuls, y compris contre des maires sortants PS, que ce soit à Rennes, que ce soit à Nantes ou que ce soit à Paris. C'est aussi le signe que les écologistes sont en train de devenir un pivot à gauche. Bah oui, c'est vrai on voit qu'on fait complètement exploser le schéma traditionnel de l'union de la gauche qui était... On a tellement l'habitude de voir finalement le Parti socialiste emmener ces listes-là et les autres partis s'allier autour. Et là, on voit que c'est un écologiste et c'est pas complètement anodin. On voit que dans un certain nombre de fiefs socialistes, je pense à Lille, je pense à Strasbourg, à Nantes même, c'est un fief très important. Eh bien, les écologistes sont en train de pousser et de concurrencer directement le PS. Et c'est vraiment, je pense, la nouveauté finalement de ce scrutin qui se profile dans un mois. Allez, on va, avant de continuer cette discussion, essayer de retourner à Tours. Olivier Pouvreau, est-ce que vous nous entendez mieux cette fois ? Je vous entends Super, très bien. Super, on vous a retrouvé. Bonjour Olivier. Donc, journaliste à la Nouvelle République. On a vu ce meeting de la gauche unie hier à Tours avec Olivier Faure, Julien Bayou, Clémentine Autain. Comment s'est passé ce meeting ? Vous y étiez. Quels ont été les temps forts ? Alors, écoutez, c'était assez étonnant parce qu'on avait effectivement la visite de ces ténors de la politique nationale et on avait l'impression d'être dans un meeting de présidentiel. On avait le sentiment d'être aussi un petit peu dans un chaudron vert, vous voyez, avec toute l'union de la gauche qui était là. Et Emmanuel Denis, le candidat écologiste, a mis la barre assez haute en parlant d'une union de la gauche inédite, historique. Il a fait aussi le comparatif avec le congrès de Tours, le fameux congrès de Tours de 1920, dont on va fêter le centenaire cette année, qui a vu la séparation des communistes et des socialistes. Et puis il a dit, voilà, 100 ans après, nous, on est en train de refaire, de reconstruire cette grande union avec malgré tout, les écologistes en tête de liste. Alors, cette union de la gauche, menée par un candidat écologiste, on l'a dit, est-ce qu'elle a des chances de l'emporter ? Elle a des chances de l'emporter. C'est une occasion historique, évidemment, pour Emmanuel Denis de porter à la tête de la mairie un candidat écologiste. Il a fait l'union avec pratiquement toute la gauche, le PS, le PC, les Insoumis, des petits partis comme Génération S notamment. Et puis, Emmanuel Denis n'est pas un inconnu. Il a déjà été candidat en 2014. Il avait fait à peine 15%. C'est un homme qui est très connu dans les quartiers, dans les associations. Il surfe aussi sur une vague verte internationale, planétaire. Donc il entend bien, avec tous ces atouts-là, s'imposer au deuxième tour. Un mot sur le maire actuel, Christophe Boucher, qui est soutenu par les Républicains, soutenu par l'UDI. Est-ce qu'il peut conserver son siège ? Alors, Christophe Boucher est soutenu par l'UDI et par les Républicains, en effet. Alors lui, il est installé dans le fauteuil. Mais son problème à Christophe Boucher, il est un peu connu, vous savez, il était président de l'OM dans les années 2000, un petit peu le poil à gratter de Bernard Tapie à l'époque. Et lui, son problème, c'est qu'il n'est élu que depuis 2 ans et demi. Il a remplacé le sénateur Babary, qui était maire à l'époque, qui est devenu sénateur, et donc avec le cumul des mandats, il a dû abandonner son poste. Le problème de Christophe Boucher, c'est qu'il il n'a pas de bilan à présenter puisqu'il n'est maire que depuis 2 ans et demi et son équipe est divisée. Il a vu 7 ou 8 de ses élus quitter le bateau, dont un de ses adjoints, Xavier Datteux, qui maintenant se présente contre lui. Et il y a un troisième candidat, c'est le candidat de La République En Marche. Est-ce qu'il peut venir perturber ce duel, le candidat de La République En Marche ? Alors oui, c'est le nouveau. Benoît Pierre, un universitaire pas trop connu sur Tours, mais quelqu'un d'assez solide qui est en train de construire une belle liste. Benoît Pierre, lui, il a un atout, c'est qu'on est à Tours dans un des berceaux du macronisme depuis 2016.
Le député macroniste, on a 4 députés sur 5 qui sont macronistes en Indre-et-Loire. Le président Macron est venu plusieurs fois à Tours pour soutenir les siens. Le problème de Benoît Pierre, c'est que, étant macroniste, justement, il est en train de souffrir peut-être en ce moment des difficultés que connaissent les macronistes au niveau national. Et vous voyez, hier soir, par exemple, au meeting, évidemment, le couteau a été mis dans la plaie. On a reparlé des retraites, des problèmes sociaux, etc. Et Benoît Pierre, depuis qu'il a commencé sa campagne, il a régulièrement dans ses meetings sur les marchés, il a des insoumis qui viennent le titiller, qui viennent l'ennuyer sur son parcours. Un mot, on a bien compris pour les candidats, en tout cas les principaux candidats, une élection qui s'annonce serrée. Sur quel thème elle va se jouer cette élection? Qu'attendent les habitants de Tours? On peut conserver 3-4 thèmes. Il y a les transports, avec la deuxième ligne de tramway qui est en train qui est en projet là, qu'il va falloir financer. La première n'étant pas encore financée complètement, donc ça pose problème. Les transports avec les pistes cyclables aussi, où Tours est quand même assez en retard sur ce point. La sécurité, avec la multiplication des caméras de vidéosurveillance notamment. La pression immobilière, très importante à Tours, où certains parlent de bétonnage de certains quartiers au nord, au sud de la ville. L'écologie, évidemment, on va en parler beaucoup, avec notamment la plantation d'arbres, la réouverture de parcs La Loire qui traverse la ville. Et puis, il y a la métropole aussi, puisque Tours est devenue métropole en 2017. Et la présidence de la métropole, la gouvernance de la métropole est aussi un thème fort à Tours. Le maire actuel n'est pas président de la métropole et la question est de savoir si le maire futur sera à son tour le président de cette métropole-là. Un dernier mot avec vous, Olivier Pouvreau, sur la manière dont la Nouvelle République va couvrir ce scrutin à Tours. Ah oui, alors il faut en parler. Alors c'est vrai que là on est dans le flou le plus total sur savoir qui sera au deuxième tour, qui peut l'emporter. Nous on a un sondage qui va être diffusé la semaine prochaine, qui va être un point d'ancrage très fort dans la campagne. On va enfin savoir des 3 candidats, Denis, Boucher, Benoît Pierre, qui peut être premier au premier tour et qui peut l'emporter au deuxième. Et puis nous aurons le 9 mars, c'est-à-dire le lundi précédant le premier tour, un grand débat avec les candidats. Et là, nous, on est en train de poser des questions à nos lecteurs, des questions qu'ils vont eux-mêmes destiner aux candidats, et on leur demande de s'exprimer sur notre site lanouvellerepublique.fr pour qu'ils nous disent, voilà, quelles questions poser aux candidats, que voulez-vous savoir sur les municipales. On va organiser tout cela et le 9 mars, on s'attend à un grand moment démocratique. Eh bien, vous aurez l'occasion de venir nous en reparler. Merci beaucoup, Olivier Pouvreau. Avant de se quitter, on va regarder la une de la Nouvelle République aujourd'hui, démographie médicale. Les 2 Touraines, c'est à la une de votre journal. Merci, Olivier, d'avoir été avec nous. C'est intéressant ce qu'a dit Olivier, notamment sur le candidat de La République En Marche, Jim. La République En Marche qui a fait des très bons scores aux européennes. Et là, Olivier nous dit, le candidat macroniste, il souffre des difficultés d'Emmanuel Macron au niveau national. Ah oui, sur le terrain, les candidats macronistes font tout pour cacher finalement leur appartenance au parti présidentiel. Parce que le contexte, évidemment, on le sait, est mauvais dans le cadre de la réforme des retraites. Mais aussi parce que les macronistes n'ont pas d'attache territoriale. Et ça, c'est le gros problème par rapport à leurs concurrents, notamment du PS et des Républicains, qui, eux, sont inscrits historiquement dans les territoires. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, on l'a dit à plusieurs reprises, mais là c'est l'exemple concret en fait de candidats qui finalement masquent leur appartenance. Tours, en plus, c'est vraiment l'exemple type de l'échec de la stratégie d'aller chercher des gens sur l'aile droite. Vous savez que pendant longtemps, notamment Édouard Philippe organisait des déjeuners à Matignon avec des maires de centre droit qui étaient plutôt Macron compatibles. Et Christophe Boucher faisait partie de ces convives. Et en fait, on espérait, du côté de Matignon, on espérait bien qu'il ferait partie qu'il serait soutenu par La République En Marche. Simplement, il entretient de très mauvaises relations avec les députés macronistes locaux. Et donc, c'est pour ça que le parti macroniste a souhaité investir un candidat, parce qu'il n'avait pas eu toutes les certitudes et toutes les assurances de Christophe Boucher. Donc, ils se sont lancés. Mais du coup, ça donne une lutte un peu fratricide entre des gens qui, finalement, ne sont pas si différents
différent que ça sur le plan des idées. Dernière question, vous Jean-Baptiste, vous qui aimez bien l'histoire des municipales, Tours, c'est un peu comme Marseille, comme Bordeaux, c'est une ville qui a eu très peu de maires et qui, cette année, fait face à une élection incertaine. Oui, tout à fait. Il faut se souvenir que c'est une ville de droite, à l'origine, Tours, avec un maire emblématique qui s'appelait Jean Royer, qui a régné une trentaine d'années sur la ville, qui était qui était surnommé le père la pudeur dans les années 70, puisqu'il imposait une forme de morale publique face à la chienlit ambiante post-68 art. On se souvient qu'il avait fermé un cinéma pornographique à Tours, et il s'était même présenté à la magistrature suprême en 1974, et une militante du MLF s'était dénudée devant lui pour le narguer lors de l'un de ses meetings. Voilà, on aime bien ces petites histoires municipales avec vous, Jean-Baptiste. C'est ces petites anecdotes. Allez, on va revenir à la période contemporaine. On va reparler de cette circulaire de Christophe Castaner. Elle a fait beaucoup parler pendant cette campagne. Et on va faire le point sur ce qu'il en est aujourd'hui avec Fanny. Fanny, on le disait, cette circulaire, elle a fait polémique. Vous allez nous refaire le film. Effectivement. Alors, tout commence en décembre dernier, lorsque le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, envoie une circulaire au préfet pour l'attribution des étiquettes politiques aux élections municipales. C'est le nuançage, avec un seuil qui concerne les communes à partir de 9000 habitants. Car on rappelle, le fonctionnement pour les élections municipales, ce sont les préfets qui doivent attribuer des étiquettes politiques aux listes et aux candidats sans étiquette en fonction de leur orientation et de leur parcours politique. Objectif de cette procédure, classer les listes victorieuses par bloc politique afin de présenter les résultats au niveau national. Alors regardez, en 2008, ce seuil était de 3500 habitants. En 2014, il était de 1000 habitants. En relevant ce seuil, le gouvernement déclarait répondre aux problématiques des petites communes qui ne souhaitaient pas être classées politiquement ou qui sont à la tête de majorités composites. Mais pour l'opposition, la circulaire pose problème. Avec ce seuil de 9000 habitants, cela signifiait que 96% des communes et 54% des électeurs n'étaient pas comptabilisés. Par ailleurs, on le sait, les résultats de la majorité sont plutôt bons dans les grandes villes. Ça aurait donc, selon l'opposition, gonflé les résultats de La République En Marche en évacuant toutes les petites communes où les résultats sont plutôt faibles. Autre disposition prévue par cette circulaire initiale, la création d'une liste divers centres qui devait regrouper les listes de la majorité présidentielle, mais aussi celles simplement soutenues par la majorité. Critique, là encore, de l'opposition. Encore une fois, cette disposition aurait permis de gonfler la catégorie divers centres et donc les résultats de La République En Marche. En janvier, le Conseil d'État, on le sait, a sanctionné la circulaire. Le 3 février, Christophe Castaner envoie donc une nouvelle circulaire au préfet. Le seuil des communes pour lesquelles ils devront attribuer une étiquette passe de 9000 à 3500 habitants. À l'Assemblée, le lendemain, le 4 février, Christophe Castaner s'est donc expliqué sur le sujet. Écoutez. Vous savez, Madame la députée, je suis élu des Alpes-de-Haute-Provence. J'ai le souvenir de l'ensemble des maires qui, confrontés à ce nuançage d'office des préfets, un nuançage qui est fait de façon objective mais qui n'est pas fait en concertation avec le candidat devenu maire. C'est sur cette base-là que très souvent les maires ont râlé et que les associations des maires et en particulier l'association des maires ruraux de France avaient râlé. Et donc j'ai fixé le seuil à 3500 habitants qui est un seuil sur lequel je crois votre groupe a eu l'occasion de se prononcer favorablement au moment d'une discussion sur un amendement il y a quelque temps et où les LR ont voté favorablement sur un amendement identique au Sénat. Alors sur l'autre sujet, sur la question des listes divers centres ayant obtenu le soutien et non l'investiture, par souci d'équité, la nouvelle circulaire élargit cette possibilité aux listes divers gauche et divers droite. Merci Fanny pour ce point très complet. Jim, ça a été un coup dur pour la Macronie que cette circulaire soit retoquée en pleine campagne municipale? Oui, ça a été un coup dur et c'est surtout le symbole de la fébrilité de la majorité sur ces élections municipales. On en parlait justement il y a quelques minutes. Et vous l'avez dit, la circulaire a été modifiée, mais bon, je crois sincèrement, à tort ou à raison peut-être, que finalement les Français retiendront que le gouvernement a tenté de tripatouiller les résultats. C'est ça que les gens vont retenir, quels que soient les seuils, les nouveaux seuils qu'on a voulu instaurer. Là, on retourne à la situation d'avant 2008, mais ça, je ne pense pas que les gens retiendront ça. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que cette nouvelle circulaire ne résoudra pas la difficulté de la lecture des résultats au soir du premier tour. Ça va être très compliqué pour nous journalistes, mais aussi pour les Français, d'analyser les résultats au soir du premier tour.
pour cette question de nuançage qui va être très complexe, qui va y avoir les divers centres, les divers gauches, les divers droites, etc. Mais aussi puisqu'il y a un certain nombre de candidats qui sont déclarés sans étiquette. Et puisque, on l'a dit, les candidats ne veulent pas apparaître aujourd'hui affiliés à des partis politiques. Donc ça va être très compliqué le soir du premier tour de lire ces résultats. Ce sont des municipales placées sous le signe de l'ambiguïté quand même, avec des maires qui collectionnent les soutiens. On a vu des grands maires de droite faire des appels du pied au parti macroniste et donc bénéficier d'un soutien plus ou moins officiel. Donc c'est vrai que ça va être extrêmement compliqué. Moi je pense que le problème de la circulaire, c'est que le mal est fait, effectivement, et que on peut bien la changer aujourd'hui, mais il restera quand même l'idée que le parti macroniste et le parti de la République En Marche est dans une stratégie du coucou, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'ancrage local et que donc il a tout fait pour essayer de se faire ses œufs dans le nid des autres. Jean-Baptiste, est-ce que ce procès en opposition, fait en tripatouillage, comme le rappelait Jim, il est justifié ou est-ce que c'est vrai, comme dit Christophe Castaner, que ça répondait à une demande de certains maires, notamment les maires ruraux ? Oui, alors on a un millefeuille territorial et puis on a aussi un millefeuille d'associations d'élus. Donc on peut toujours trouver une association d'accord avec le gouvernement. En l'espèce, c'est le cas effectivement de l'association des maires ruraux de France, mais l'association des maires de France, qui est quand même la maison mère, présidée par François Baroin, avait une position plus critique sur cette circulaire. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on n'y verra pas plus clair avec la nouvelle circulaire. On voit par exemple un maire comme le maire de Clichy-sous-Bois, qui est socialiste, mais qui est soutenu par La République En Marche. À Angers, on a par exemple Monsieur Béchu, Christophe Béchu, qui a l'investiture de La République En Marche, mais en sous-main, le parti LR le soutient dans la localité. Donc, au soir du premier tour, on ne sera pas plus avancé. Et entre les deux tours, ça sera sans doute encore pire, parce qu'on ne voit absolument pas clair dans les stratégies des uns et des autres. Enfin, sur un plan démocratique, ça pose quand même problème, parce qu'aucune tête de liste ne dit je m'allierai à telle liste ou à telle autre liste. Bon, personne n'a jamais intérêt à faire ça, parce que voilà, c'est une stratégie parfois de perdant, et puis il ne faut pas être à la remorque d'autres listes, mais tout de même, les fusions devront être faites en l'espace de 24 heures. Ça va être vraiment d'une complexité affolante. Et si quelqu'un s'intéresse à Paris, alors là... Un petit point, Thierry ? Non. Est-ce que finalement, ça n'arrange pas la majorité présidentielle, ce flou, cette ambiguïté sur la lecture des résultats ? Si, probablement, et je pense que ça pénalise deux partis, qui sont le Parti Socialiste et les Républicains, qui, eux, justement, ont l'habitude d'avoir des candidats clairement étiquetés dans ces camps précis. Et là, avec les stratégies d'alliance à géométrie variable, et avec justement ce phénomène de candidats qui ne veulent pas s'affilier à des partis, eh bien ça va réduire forcément le poids stricto sensu. Là, je parle vraiment de l'étiquette PS, LR au soir des résultats. Je pense que ça va être une difficulté pour eux. Oui, ce sont deux partis qui jouent un peu leur survie quand même sur ces élections. On sait bien que 2014 a été marqué par une forte poussée des Républicains, du parti de la droite, et le sentiment, c'est qu'ils ne peuvent faire que moins bien, forcément. Et quant au PS, il faut absolument qu'il conserve ses bastions, parce que sinon, il va se faire tondre la laine par les écologistes. Il ne faut pas perdre de vue aussi le troisième tour des élections municipales, à savoir l'élection à la tête des intercommunalités. Parce que c'est souvent là que se trouve le pouvoir, les budgets. Alors là, on est vraiment dans un brouillard absolu, avec sans doute beaucoup plus de cohabitation que par le passé entre un maire d'une ville-centre, comme à Tours, qui est une personnalité, et puis le président de la métropole, comme à Tours, qui est une autre personnalité. Et ça pose évidemment des problèmes, ça cause des tirages. Vous viendrez nous éclairer, Jean-Baptiste. On compte sur vous. Allez, on va aller à Toulouse pour continuer cette émission, retrouver nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Nicolas Moscovici, vous êtes le rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi, et à la une de la Dépêche du Midi aujourd'hui, les compteurs Linky. Oui, nous on a voulu ouvrir le journal du jour sur une nouvelle polémique pour ce compteur Linky qui n'en finit pas de défrayer la chronique. Hier, donc, c'est la CNIL, le gendarme de nos libertés électroniques, qui a mis en demeure Enedis et EDF au sujet de la collecte et du consentement aux données personnelles des utilisateurs.
un consentement qui n'est pas assez explicite, et de l'autre côté, en plus, une conservation de ces données qui est jugée beaucoup trop importante. Donc, au-delà de cette décision, dont d'ailleurs EDF et Enedis ont pris acte, c'est évidemment un problème de confiance qui continue à se poser autour de ce compteur Linky. On sait que les pouvoirs publics veulent le déployer sur l'ensemble du territoire d'ici 2021, mais visiblement on est loin de l'unanimité, et on est loin de la réalisation de ce projet-là. Alors nous, en plus, dans la région, on a une fronde anti-Linky qui est relativement importante. Sur l'ancienne région Midi-Pyrénées, j'ai fait le calcul, il y a une centaine de mairies qui ont pris des arrêtés anti-Linky. Donc du coup, on a décidé, en page 3 de notre dossier, de se poser 9 questions autour de ce compteur et d'essayer d'y répondre. Et notamment, a-t-on le droit ou pas de refuser son installation? Voilà, c'est pas si évident que ça. Je vous spoil pas la réponse qu'on a donnée dans le journal. C'est pas si évident que ça, mais ça peut arriver. Voilà. Non, on lira la dépêche du midi pour avoir la réponse. Autre sujet dans la dépêche du midi aujourd'hui, c'est ce sondage sur les municipales, sur une question qui concerne notre quotidien, ce sont les problèmes de voirie. Ouais, voilà, un sondage très intéressant mené par nos partenaires d'Odoxa qui s'intéresse donc à la voirie la voirie, où les électeurs nous expliquent que les sujets de voirie vont compter pour 83% des électeurs dans le choix de leur maire aux élections du mois de mars. Donc c'est un sujet très intéressant et qui en plus regroupe donc plusieurs sujets, les travaux évidemment, la circulation et aussi la gestion des déchets. Nous, on en a tiré 2 enseignements principaux. Le premier, c'est, une fois de plus, j'allais dire, on a l'impression que les maires font bien leur travail. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt félicités par leurs administrés sur ces sujets qui sont jamais très simples à gérer. Et une fois de plus, on se rend compte qu'il y a un décalage entre les grandes villes et les plus petites agglomérations, notamment en ce qui concerne la circulation, qui est jugée très acceptable, voire très satisfaisante dans des petites villes, et qui l'est beaucoup moins évidemment dans des grandes agglomérations. Et même au niveau des travaux, même s'il y a un ras-le-bol des travaux assez généralisés, il est évidemment beaucoup plus important dans les grandes villes comme Toulouse chez nous, et puis Paris a aussi été testé évidemment, que dans des plus petites villes. Donc là aussi, un enseignement sans doute à tirer de ces élections, et dans leur analyse, il y a encore évidemment plusieurs France, au moins 2, entre celles des grandes villes et celles des plus petites villes, et les aspirations des citoyens ne sont pas les mêmes en fonction du lieu où on habite. Voilà. Et c'est donc à lire aujourd'hui dans la dépêche du midi. Merci beaucoup Nicolas. Absolument. On va revoir votre une, Linky, compteur trop curieux. C'est à la une de votre journal aujourd'hui. Merci d'avoir été en direct avec nous. Un mot sur ce sondage, sur les problèmes de voirie. Est-ce que ces problèmes de circulation, de travaux, d'ordures, ça peut faire ou défaire un maire ? Ah, totalement. Les élections se jouent souvent au ras du bitume. On sait que ce sont souvent les personnes âgées qui votent beaucoup plus que les jeunes lors de ce scrutin. Elles sont évidemment très, très attachées à cet impératif-là. Et les maires le savent. On se souvient par exemple d'Alain Juppé à Bordeaux qui se baladait dans les rues de la ville avec son petit carnet. Il notait quand il y avait des détritus, une plaque de tôle sur la chaussée, et puis il remontait les bretelles des services techniques derrière. Alors les maires ont coutume de dire qu'un bout de trottoir n'est ni de gauche ni de droite. Ça se discute en fait. On voit par exemple à Paris Rachida Dati qui fait campagne sur la propreté. Et finalement, c'est pour elle une façon de se démarquer de ses adversaires qui, eux, cultivent avant tout leur fibre environnementale. Thierry ? Oui, dans le sondage, 40% des électeurs disent que la voirie comptera pour beaucoup dans leur choix. Donc, effectivement, je pense que on le sait, un maire lorsqu'il se promène dans sa ville, il se fait interpeller sur tel trou dans la chaussée, telle racine d'arbre qui déforme les trottoirs et qui donc fait chuter les mamies. Enfin, c'est ça le quotidien d'un maire. C'est ce qui rend d'ailleurs le mandat de maire de plus en plus compliqué. On l'a dit, il y a un maire sur 2 qui ne se représente pas sur ces municipales. Il y a même des communes où il n'y a pas de candidat, où l'État va devoir trouver des délégations pour administrer la commune en l'absence de candidat. Pourquoi ? Parce que finalement, les administrés sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de leur maire, et c'est certainement normal, mais c'est-à-dire que le maire est à portée de baffe des habitants sur un nombre de sujets vraiment
très, très importants et des sujets très, très variables. Et donc, finalement, le maire, c'est à la fois le mandat local de proximité, mais aussi un mandat assez compliqué à administrer. Ce qui est assez frappant dans ce sondage, mais également dans les remontées qu'on a, c'est que le maire, il doit gérer des aspirations totalement contradictoires. C'est-à-dire qu'on ne veut plus de travaux, les gens sont exaspérés parce qu'il y a trop de travaux, mais en même temps, ils veulent des pistes cyclables aménagées. Ils veulent lutter contre le réchauffement climatique, mais ils veulent qu'on fluidifie la circulation en ville. Donc, tout ça, il faut le gérer, et c'est vraiment le maire doit faire des miracles. Allez, on va regarder ensemble maintenant ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux ce matin. C'est avec Fanny. Et Fanny, on commence avec la une de Corse Matin. Oui, et cette photo de ce brasier en Corse, en cause la tempête Ciara qui souffle sur les braises. Vous le voyez, c'est à la une de Corse Matin. On est en plein mois de février et pourtant, il y a des incendies terribles en Corse. Ce matin, la Haute-Corse est toujours placée en vigilance jaune pour vent violent par Météo France. Et on enchaîne avec la une de Ouest France. Oui, regardez, Ouest France, on revient sur le plan handicap annoncé hier par le président de la République Emmanuel Macron. On sait, en France, 12 millions de personnes sont concernées. Alors, école, allocation, retraite, les objectifs ont été fixés d'ici 2022. Mais certaines associations, on le sait, sont sceptiques. Derrière ces effets d'annonce, il faut des budgets et une réelle application de ces mesures. À la une de Centre Presse. Eh bien là, on parle des journées citoyennes, des journées de défense citoyenne, les JDC. Vous voyez, une journée pour sensibiliser les citoyens de demain. C'est une journée qui est obligatoire, je le rappelle, entre 16 ans et 25 ans au programme. On parle des enjeux de la défense nationale, mais aussi la manière de devenir volontaire dans le service civique ou bien dans l'armée. Donc là, on voit cet exemple. 3000 jeunes Aveyronnais sont concernés. Et on termine avec un portrait, c'est à la une du Midi. Oui, regardez cette photo de cette femme exceptionnelle qui détient un record. Il s'agit de la doyenne de la France et de l'Europe. C'est Sœur André, elle a 116 ans, elle vit dans une maison de retraite à Toulon. Et donc aujourd'hui, elle fête ses 116 ans. Il y a une rencontre, donc un portrait à lire dans Midi Libre aujourd'hui. Et merci beaucoup Fanny. On va continuer à regarder ce qu'il y a dans les journaux aujourd'hui. Et c'est Emmanuel Macron qui donne une interview exclusive aux journaux du groupe EBRA. Le Progrès, le Dauphiné libéré. On va regarder, avant d'en parler, ce qu'il y a dans cette interview avec Béatrice Mazan. Comment protéger le toit de l'Europe ? Cela commence par reconnaître le patrimoine naturel. À la une du Dauphiné libéré, Emmanuel Macron livre son plan écologie dans un entretien exclusif. Le chef de l'État propose un agenda propre à la biodiversité et annonce d'ores et déjà l'augmentation de 30% des aires protégées sur le territoire national. Nous devons remettre l'écologie au centre du modèle. C'est la transition que je suis en train de faire en ce moment précis du quinquennat. Un tournant qui passe par la fermeture de toutes les centrales à charbon. 4 seront fermées d'ici à 2022, annonce le président. Autre chantier, l'agriculture. Emmanuel Macron annonce la réduction de 50% des pesticides pour 2025. Le chef de l'État entend également travailler sur les mobilités en favorisant les transports collectifs. Il annonce un futur plan sur les petites lignes ferroviaires. Fin du glyphosate en 2023 et fin du plastique à usage unique d'ici 2040. Pour Emmanuel Macron, la transition climatique sera économique, industrielle et sociale. Nous avons mis un agenda de solutions, produire, se déplacer, se nourrir, se loger et se chauffer. Au programme de ce déplacement, Conseil de défense écologique, rencontre avec des spécialistes et visite jeudi de la mer de glace pour y constater les dégâts du réchauffement climatique. Voilà pour les principaux points de cette interview d'Emmanuel Macron aux journaux du groupe EBRA. Et justement, c'est la une du Figaro, Jim. Aujourd'hui, Macron à la conquête du vote écologiste, puisque c'est une séquence verte qui s'ouvre pour Emmanuel Macron. Tout à fait, il l'a rappelé hier soir devant les députés en fixant l'écologie comme un des deux caps avec le régalien qui va l'amener jusqu'à la présidentielle de 2022. Et en effet, avant les municipales, il va mettre le paquet sur l'écologie. Il anime aujourd'hui un conseil de défense écolo. Il va à Chamonix, sur la mer de glace, faire des belles images pour voir le dramatique, la fonte dramatique des glaces sur le plus long glacier de France. Et puis, il y a autre chose, il y a aussi la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. C'est une revendication de longue date des écolos. Et ça commencera le 22 février, à quelques jours seulement du premier tour des municipales. Donc on comprend bien que Emmanuel Macron ouvre une séquence
importante, qui a des arrière-pensées électorales qui sont absolument évidentes, mais voilà, ça fait partie maintenant de sa priorité qui va l'amener jusqu'à la présidentielle. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'écologie dans la bouche d'Emmanuel Macron. Manière de contrer la poussée écologiste qui s'annonce pour ces municipales, Thierry ? De prendre en compte une attente des citoyens, parce qu'il a bien compris qu'il y a une forte attente, y compris chez les électeurs qui ont voté pour la liste macroniste aux européennes. L'une des premières motivations, c'était la question environnementale. Donc il a bien compris que c'était une des questions centrales aujourd'hui dans le débat politique. Et donc il se positionne pour 2022. Il y aura bientôt les résultats de la consultation citoyenne qui devrait, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais enfin on hésite sur plusieurs questions. Il pourrait y avoir un référendum avec plusieurs questions, avec des choses. Certains encouragent le président à être assez disruptif, pardon pour le terme, mais avec des provisions fortes, notamment par exemple sur la rénovation énergétique des bâtiments, ce genre de choses. Donc voilà, non, ça va vraiment rythmer effectivement les prochains mois. Oui, c'est un appel du pied aussi à son électorat qu'il a quitté, en fait, à l'électorat de gauche de 2017 qui a préféré la liste écolo aux européennes. Pourtant, Emmanuel Macron a quand même donné des gages. On se souvient quand même de Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport qui n'a pas été construit. Europa City également, mais il y arrive quand même pas tellement sur ce créneau-là. Il a quand même pas une image très verte. Cet électorat, il peut revenir chez Emmanuel Macron, Jim, ou pas ? En fait, la difficulté d'Emmanuel Macron, c'est qu'il se retrouve face à un parti écologiste qui fait le pari du pragmatisme et qui maintenant essaye de se dévier par rapport à son ancrage à gauche historique, voire à proximité de l'extrême gauche, pour nouer des alliances avec le centre, voire la droite. C'est ce qu'espère faire Yannick Jadot. Et c'est là toute la difficulté que va avoir Emmanuel Macron, puisque finalement il va avoir du mal à ramener un électorat qui peut être attiré par ce nouveau parti écologiste, si tant est qu'il puisse arriver à dépasser ces difficultés internes. C'est vrai que l'une des clés pour Emmanuel Macron, ce sera comment les écologistes arriveront à résoudre ce nœud gordien pour eux. Et on le voit bien, par exemple, à l'occasion des municipales, on voit bien que la stratégie à Paris de David Belliard, le candidat écologiste, elle divise les ténors nationaux, qu'il s'agisse d'un côté de Yannick Jadot, qui lui pense avant tout à la présidentielle, et un Julien Bayou qui a maintenant la responsabilité du parti et qui lui veut d'abord gérer la boutique et plutôt conserver la ligne traditionnelle des écologistes. Et on va revoir à la une du Figaro, Jim, cette une qui est donc consacrée à Macron à la conquête du vote écologiste. On va passer à votre une, Jean-Baptiste. Elle est consacrée au sujet du handicap, accessibilité. Il y a tant à faire. Et là aussi, Emmanuel Macron, il s'est exprimé là-dessus hier, conférence nationale du handicap. Et il a dit qu'il voulait être un lanceur d'alerte de la commune inclusive. Il a appelé les électeurs à bousculer les candidats sur leur capacité à apporter des réponses concrètes et tangibles aux personnes handicapées. Oui, parce qu'on a une loi qui a fêté ses 15 ans hier, et cette loi-là n'est toujours pas appliquée. Le hic, c'est que ça coûte extrêmement cher comme chantier, mais on n'y arrive pas vraiment en matière d'accessibilité. Donc c'est toujours un peu le problème des politiques publiques, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est extrêmement volontariste, mais derrière, ça n'embraye pas toujours dans les collectivités territoriales. Enfin, à moins que ce soit le contraire. Enfin, et parfois plus sujet dont compliqué s'est donc emparé le président hier matin, Jim. En présentant son plan, tout à fait, ça fait partie des sujets importants sur lequel l'exécutif doit agir d'urgence. Il y a les associations qui chaque année réclament des mesures, des aides financières, des infrastructures. Donc là, on voit qu'Emmanuel Macron essaye de s'emparer de cette thématique. C'est aussi justement en vue de la présidentielle, essayer de se mettre au niveau du quotidien des Français dans leur diversité. Donc c'est important. Et il nous reste 40 secondes pour parler d'un papier de la Gazette des Communes. Votre papier, Jean-Baptiste, Finances locales, l'Institut Montaigne distribue ses bons points. Oui, on a essayé d'évaluer l'évaluateur, à savoir l'Institut Montaigne, qui juge la bonne gestion des 11 plus grosses villes de France. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de biais dans ces palmarès là qui fleurissent à l'approche des municipales. C'est-à-dire que le critère de bonne gestion pour un institut plutôt libéral, c'est quand même une dépense publique faible, alors que c'est pas forcément un critère. C'est pareil pour l'endettement. L'endettement, c'est comme le cholestérol. Enfin, il y a une bonne dette et une mauvaise dette. Et puis, si on rentre un petit peu plus dans le détail, mais je m'arrêterai là, je vous rassure, on s'aperçoit aussi qu'un certain nombre de services publics sont délégués au privé et ils sont pas forcément plus
plus efficace, mais ils ne rentrent pas dans les comptes publics. Donc ces classements sont un peu biaisés. Et c'est donc à lire cette semaine dans la Gazette des communes. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce club. Merci, Fanny. On se retrouve demain. Nous, l'invité politique, ce sera Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.